Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au côté de l'agence pour la bande de Kombongo. Dans il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. La République démocratique du Congo est en train de connaître une période charnière de son histoire. À travers cette insécurité, les autorités prennent la question de plus en plus au sérieux. Raison pour laquelle le Conseil politique et stratégique de Corneille Nangaa a été présenté devant la presse. Il a fait des déclarations qui font mouche. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que cela viole le caractère de l'instruction, le caractère secret de l'instruction. D'autres disent que c'est en droit qu'il puisse s'exprimer pour calmer les tensions. On parlera également de la peine de mort. La peine de mort qui a été notamment reprise par les autorités. Le ministre de la Justice a publié une note circulaire à ce sujet. On parlera également de l'installation des institutions. Pourquoi ça traîne? Le chef a prêté serment le 20 janvier, nous sommes le 9 avril. Qu'est-ce qui traîne? Pourquoi ça traîne? Génocide au Rwanda. Pourquoi le monde s'émeut pour le Rwanda et pas pour le Congolais pendant que nous avons connu, selon certaines sources, plus de 10 millions de morts. Maître Oscar Moubia, il revient sur ce plateau après un moment de silence. Il va nous dire pourquoi. Maître, toujours un plaisir. Bienvenue chez vous à Congo Buzz. Merci beaucoup, monsieur Dame, c'est toujours un plaisir. Et on est là pour nos téléspectateurs. Je vous ai toujours dit que c'était un devoir et qu'on ne vient que quand c'est essentiel et nécessaire, parce qu'une information, c'est ce qui est utile à l'opinion. Et à partir du moment que nous estimons qu'il faut rompre le silence, ben on arrive chez vous parce que vous savez que on ne parle que quand les mots peuvent être plus forts que le silence. Nous considérons que nous venons dire des choses qui soient plus fortes que le silence. Mais quand il n'y a pas de mots plus forts que le silence, on se tait. Et le silence est aussi un mode d'expression. Un peu comme le disait Joseph Kabila. Ça me traverse l'esprit. Alors, première thématique, je le dis, maître, ce sont ces déclarations de M. Eric Kandou Chebandou. Il a fait une déclaration. Cette déclaration a été rendue publique par les renseignements militaires. Conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa, aujourd'hui dans la rébellion. Votre lecture d'abord juridique, pas juridique, mais en tant que citoyen d'abord congolais. Quel est votre avis à ce sujet? Mon avis en tant que citoyen congolais est que tout le monde qui rejoint l'aventurier de Nangaa en rébellion est un ennemi du peuple. Et un ennemi du peuple est considéré à mes yeux comme un terroriste. Et le terroriste mérite les châtiments qu'il faut, y compris la peine de mort, ce qui fait l'objet de votre deuxième thématique. Oui, tout à fait, maître. Alors, le caractère secret de l'instruction n'a-t-il pas été violé? Parce que pour une personne qui est arrêtée, avant d'être déférée devant les tribunaux, il y a une phase qui est préjuridictionnelle. Alors, cette phase est censée être secrète. Vous êtes mieux placé pour nous dire comment ça se passe. Vous êtes juriste. D'aucuns pensent qu'on a violé le caractère secret de l'instruction parce que tout le monde ne devait pas connaître ce qui a été dit.
Selon vous, pourquoi ceux-là pensent qu'il y a eu violation du caractère secret? Simplement par ignorance de la loi. D'abord, le terme instruction, ce n'est pas un terme simplement français comme ça, instruction. C'est un terme technique. Parce que chaque métier a un vocabulaire. Vous avez un vocabulaire journalistique, il y a le vocabulaire juridique. Donc l'instruction, ça fait partie d'un vocabulaire juridique. Au Congo, ce n'est pas régi. Là, ce n'est pas régi. Le régime juridique de l'instruction. Et au Congo, comme nous copions tout, on emprunte le terme instruction de la France. Alors qu'à proprement parler, au Congo, il faut qu'on comprenne ce qu'on entend par instruction. Parce qu'il ne faut pas confondre l'enquête et l'instruction. Toute infraction ne conduit pas à l'instruction. En France du moins. Parce que l'instruction est ouverte quand il s'agit de ce que l'on appelle crime. Parce que la France distingue de manière tripartite l'infraction. C'est quoi l'infraction? C'est un acte qui viole la loi au sens pénal du terme. Cet acte appelé infraction, en France, c'est réparti en crime, instruction obligatoire, en délit selon la gravité. Quand c'est plus grave, on a tué quelqu'un, meurtre, homicide, ok? Tout ça, on appelle ça crime, selon la gravité. Quand c'est moins grave, on appelle délit, et là, l'instruction n'est pas obligatoire, c'est facultatif. En France. En France. L'instruction est facultative. Oui, facultative, l'instruction. Selon la complexité du délit. Et il y a ce que l'on appelle contravention, ce que l'on commet tous les jours au Congo sur la route. Code de la route, qui est violé constamment au Congo sans que l'on ne puisse voir l'autorité qui en parle. Parce que l'autorité, en cas de contravention, c'est la police. La police n'est pas respectée. Et nous pensons que comme le gouvernement va se mettre en place, les nouveaux futurs ministres de l'Intérieur pourra avoir pour mission première de rétablir l'autorité de l'État. Ça manque beaucoup et gravement au Congo. Et pour revenir à votre question, la contravention, jamais l'instruction. Vous avez compris, crime obligatoire, instruction, délit facultatif, contravention, pas d'instruction. Maintenant, au Congo, on dit l'enquête, que ce soit crime, que ce soit délit ou contravention, tout ça fait l'objet de l'enquête. L'enquête, c'est quoi? L'enquête, c'est la phase où la police cherche à établir, à réunir les preuves de faits infractionnels et la police agit sous le contrôle du parquet que l'on appelle ministère public. Et donc le dossier est encore au parquet, que ce soit police ou parquet, c'est ce qu'on appelle la phase pré-juridictionnelle. Ça voudrait dire la phase de rassemblage de preuves pour soutenir l'accusation ou pour traduire l'auteur de l'infraction devant les tribunaux. Bon, voilà. Maintenant, cette phase, on appelle ça enquête. Et ce que l'on appelle enquête au Congo, c'est malheureusement, c'est ce qui est confondu par erreur de langage à l'instruction. Donc, vous voulez dire qu'au Congo, l'instruction n'existe pas? Le terme instruction veut simplement dire, pas phase seulement, que ce soit l'instruction
ou pas d'instruction, il y a toujours l'enquête. La question est qui mène l'enquête. L'autorité chargée à mener l'enquête au Congo est appelée OPJ, qui agit sous contrôle du ministère public magistrat du parquet. Alors que en France, quand il y a une enquête qui est menée au niveau des juges, quand il y a une instruction d'ouverte en matière de crime, cette instruction est menée devant le juge d'instruction. Il y a un juge qu'on appelle juge d'instruction. Mais au Congo, il n'y a pas un juge d'instruction. Il n'y en a pas dans la... Non, au Congo, il n'y a pas de juge d'instruction. Soyons simples et clairs et bref. Je vous dis ce que je sais et je sais ce que je vous dis. C'est pour ça que vous m'appelez comme expert. Mais alors, s'il n'y a pas de juge d'instruction, oui, ce qui se fait avant qu'on a défère quelqu'un devant un tribunal, c'est une enquête. C'est une enquête préjudictionnelle. Préjudictionnelle. Oui. Elle peut être... Est-ce qu'on peut communiquer sur l'enquête qui est en cours, avant qu'on ne puisse déférer l'affaire devant un tribunal? Maintenant, la question qui se pose, quand le dossier est en instruction, on a l'obligation du secret de l'instruction. Ça voudrait dire que toute personne qui concourt à l'instruction ne peut révéler un élément de l'instruction au public. Ce qui soulève la question du secret professionnel. L'avocat est lié au secret professionnel quand il assiste son client pendant l'instruction. Le juge d'instruction a le secret professionnel. Et le secret professionnel est encadré au Congo dans le code pénal parce que la violation du secret professionnel est punissable. Et notamment, qui est dépositaire du secret professionnel, c'est le médecin, les avocats. Bon, très bien. Maintenant, au Congo, pour qu'on soit trop clair avec vous, chaque fois que la police s'exprime devant la presse ou le parquet, tout de suite on crie à la violation du secret d'instruction. Mais maintenant, sans se poser la question, pour savoir si un OPJ au Congo est-il lié au secret professionnel? Et si oui, quel est le texte qui encadre ça, qui le dit? Parce qu'en droit... Non, la question, parce que vous avez dit vous-même que le caractère d'enquête, il est secret. Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous répétez ce qu'on vous a dit, peut-être par d'autres juristes. Non, vous... Moi je vous dis ceci, qu'il y a une phase dite inquisitoriale. Malheureusement, nous avons des textes que nous ont laissés les Belges, et lesquels textes n'ont pas évolué. Alors, en droit, on doit être précis et clair, parce qu'en droit, il n'y a pas de synonyme. Un vocabulaire doit être utilisé à bon escient. Vous m'avez dit qu'il y a violation des secrets de l'instruction. Je vous ai dit que le terme instruction n'est pas un vocabulaire juridique congolais. Parce qu'au Congo, il n'y a pas l'instruction. À moins maintenant qu'on confonde l'enquête et l'instruction. Mais en France, il y a l'instruction. Et je vous ai expliqué ce que c'est l'instruction en France. Maintenant, par abus de langage, l'on arrive à tort à considérer, à mélanger, à dire qu'il y a secret d'instruction. Non. Maintenant, au Congo, il y a ce que l'on appelle le régime de poursuite au Congo repose sur deux modes. Vous avez le mode, bon, maintenant quand je vous dis France, je vous dis Congo, vous peut-être risquez de vous poser la question. J'ai l'avantage de connaître les droits français, d'où s'inspirent les droits congolais, qui puisent dans les droits français et belges, et j'ai l'avantage de connaître les droits congolais. C'est une analyse comparative. En ayant... Non, le problème, ce n'est pas seulement de faire une analyse comparative. C'est très bien, ça permet le problème, c'est d'avoir... au public. Le problème, c'est d'avoir connaissance par formation de deux types de droits. Parce que les droits, chaque système ou chaque droit est spécifique, parce que le droit n'est qu'un reflet d'une société. Donc, j'ai l'avantage d'avoir la formation d'un licencié en droit au Congo, et j'ai l'avantage d'avoir le master en droit français et d'être avocat français. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que par abus de langage, au Congo, on dit facilement instruction. Là, on a compris. Est-ce qu'on peut rester au Congo? Restons particulièrement. Mais je suis essentiellement au Congo. Allez-y. Bon, alors essentiellement au Congo, nous avons deux phases.
une phase dite inquisitoriale. C'est la phase que vous avez appelée pré-juridictionnelle. Ça veut dire avant d'aller devant le juge. Pré-juridictionnel, avant d'être devant le juge. Avant d'être devant le juge, on est au parquet ou à la police. Maintenant, je vais dire tout simplement le parquet parce que la police agit sous contrôle du parquet. Donc, pré-juridictionnel veut dire seulement avant le juge. D'être traduit devant le juge. Avant le juge. Avant d'être devant le juge. Cette phase-là, c'est une phase dite d'enquête, où on rassemble les éléments de preuve, parce que devant le juge, celui qui était ministère public devient une partie au procès et il est appelé à soutenir l'accusation. Parce que vous ne pouvez pas amener devant le juge dans un dossier vide. À ce moment-là, vous courez que la personne soit acquittée. Vous avez des dossiers vides, comme par exemple là, je défends un monsieur qui se trouve d'une entreprise publique et qu'on a accusé comme ça du détournement. Pourtant, le dossier est vide. Bon, si ce monsieur-là se retrouve aujourd'hui devant le juge et qu'on l'acquitte, l'opinion publique va dire, mais les dossiers de détournement au Congo, ça accouche des souris, c'est comme les dossiers de 100 jours. 100 jours, parce que le dossier a été vide. Donc, pour éviter que le dossier soit vide, le ministère public rassemble les éléments de preuve et donc traduit ça devant le juge pour soutenir l'accusation. Cette phase s'appelle pré-juridictionnelle. Quand ça arrive devant le juge, ça devient la phase juridictionnelle. Maintenant, dans la phase pré-juridictionnelle, l'on admet que cette phase-là est couverte par ce qu'on appelle les secrets abusivement d'instruction. Mais c'est couvert par le secret d'enquête, on pourra dire mieux. Secret. Ok. Secret. Maintenant, la question qui est la vôtre, c'est de savoir, est-ce que pendant cette phase-là, on peut communiquer. La police peut-elle communiquer? En principe, c'est que il faut trouver l'équilibre entre le droit à l'information garanti par la Constitution. Je vous vois avec la Constitution, c'est à son article 24. Vous pouvez nous le lire, si vous voulez. L'article 24 de notre Constitution consacre le droit à l'information. Je vais vous lire et on va échanger à ce sujet. Toute personne a droit à l'information, la liberté de la presse, la liberté d'information ou d'émission par la radio et la télévision. La presse on peut s'arrêter là-bas. Donc vous comprenez que l'article 24 de notre Constitution consacre la liberté d'information. Donc il faut concilier cette liberté consacrée à notre Constitution, à l'article 24, et une autre liberté individuelle qui est le secret d'enquête. Pourquoi? Parce que toute personne, pendant la phase d'enquête, est présumée innocente, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés. Donc la limite de ce que vous appelez secret de l'instruction, c'est de ne pas présenter une personne en violation de ce que l'on appelle présomption d'innocence. Maintenant, est-ce qu'il est permis pour éclairer l'opinion pendant la phase d'enquête de s'exprimer? La réponse est oui, et que c'est souvent le parquet qui s'exprime parce que l'enquête est menée au nom du parquet, je vous ai dit, et c'est le procureur de la République souvent qui vient éclairer l'opinion sans entrer en détail sur le fait qui sont en train d'émouvoir l'opinion. C'est pour éviter, entre autres, qu'il y ait la désintoxication de la population. C'est couvert par l'article 24 de la Constitution. Non, c'est sur base de l'article 24 de la Constitution que l'OPJ peut s'exprimer pour apporter une information nécessaire, mais cette information nécessaire dont a besoin le public ne doit pas violer, est encadrée. Donc ne doit pas porter atteinte au principe de la présomption d'innocence de la personne poursuivie. D'accord. Et en même temps, ne doit pas une information quand elle est utile et nécessaire au public. Donc en l'espèce, on vient vous dire quoi? Quelqu'un comme le monsieur que vous me citez. Nous sommes pendant la période
trouble. Pas pendant une phase charnière, comme vous avez dit, les tournants de l'histoire de notre pays, non. Les tournants de l'histoire de notre pays, ce sont des phases historiques qui sont connues et de manière positive par les différents événements. Ce qu'il y a actuellement, c'est une agitation Non, on va pas des apprentis. sur ce débat-là. Bon, on va y revenir. On va avancer. Bon, alors, donc, sur cette phase-là, quand vous interpellez un monsieur qui voulait rejoindre la rébellion et qui arrive à citer le nom de certaines personnes, l'opinion est en droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Et dans ce désir de communiquer à l'opinion ce qui se passe, eh bien, c'est pour ça qu'il est permis que dans la phase de l'enquête que l'on communique pour ne pas laisser libre cours à des rumeurs. D'accord. Mais l'article 24 de la Constitution que vous avez cité, qui donne droit à l'OPJ de s'exprimer dans une phase d'enquête, ne précise pas qu'en cas d'enquête préjuridictionnelle, on peut communiquer. L'article ne parle pas d'enquête préjuridictionnelle. Ça, c'est le problème. Je ne sais pas si je me trompe. Bon, écoutez, je ne peux pas dire à vous, journalistes, que vous vous trompez. Vous me posez des questions, et ce sont des questions légitimes. Mais maintenant, la difficulté au Congo, c'est de vouloir que tout soit écrit. Je vous mets à défi que vous puissiez me faire venir tout juriste que vous voulez. Depuis que je demande le débat, les juristes n'arrivent pas. Qui viendra vous donner l'article qui vous dit que pendant l'enquête, ou qu'il me donne dans un code quelconque les termes instruction. Vous ne trouverez pas cela. L'idée, c'est de dire que tout ne doit pas être écrit. Tout se découle, n'est-ce pas, des différents textes que l'on combine et dont on n'a pas intérêt ici à commencer à citer pour la compréhension de notre public. Alors, maître, donc, ce que je vous dis est que oui. Il arrive que pendant une enquête, ce monopole est entre les mains du procureur de la République. D'accord? Du moins, dans les pays comme la France. Au Congo, je crois qu'il y a un vide juridique pour encadrer la communication pendant la phase inquisitoriale par rapport à la liberté d'information dont a besoin le peuple. Quand on prend un directeur de cabinet de M. Nanga qui veut le rejoindre en rébellion, qu'il est interpellé, entre le temps qu'on mène l'enquête et le temps où il va être traduit devant les juges ou l'audience publique et que le peuple assiste, il s'écoule un laps de temps. Pendant ce temps-là, il y a lieu d'éviter qu'il y ait de faux bruits, des rumeurs et consorts. C'est pour cela les parquets qui a l'enquête en charge ou la police vient éclairer l'opinion pour dire que nous avons interpellé X monsieur à telle heure, il tentait de rejoindre monsieur Nanga en rébellion et que voilà, c'est tout à fait normal à ce moment-là et l'enquête est en cours. Maître Scambia, je ne vous arrête pas, mais je veux juste comprendre, parce que cette émission a un caractère aussi pédagogique. Beaucoup de gens nous suivent et veulent avoir la lumière sur les faits qui se déroulent dans notre pays. Alors, à quel moment, Maître Moubiaï, à quel moment il est permis à l'OPJ de communiquer et à quel moment il lui est soumis de se taire et de ne pas communiquer? Mais tout à l'heure, si vous m'avez suivi, je vous ai dit, parce que le problème, c'est que vous avez des gens qui viennent vous dire scandale, on a violé la loi, sans vous citer la loi. S'ils avaient cité la loi, les juristes que vous me citez, vous auriez eu vous-même à la connaître, cette loi. Donc, ils affirment, comme à l'Église, sans prouver. Je vous ai dit qu'il y a un vide juridique au Congo, à ma connaissance, en l'état du droit, sur la question de la possibilité par la police ou le parquet d'apporter une information à l'opinion sur certains dossiers qui bouleversent l'opinion ou qui intéressent
l'opinion. Il y a un vide juridique. Et je venais de vous démontrer dans l'insuffisance de nos lois qui datent de l'époque coloniale. Alors que nous sommes aujourd'hui pendant la période dite la période de l'Internet. On ne peut pas aujourd'hui encadrer les secrets de l'instruction comme on le faisait à l'époque coloniale. Vous comprenez? Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir éviter à ce qu'il y ait propagation de faux bruits, qu'il y ait la crainte dans l'opinion. Il y a pour l'intérêt de l'ordre public et pour l'intérêt d'apporter une information nécessaire, même dans les pays de grande démocratie et de liberté, je vous dis, les parquets, la police s'expriment. Maintenant, au Congo, on voudrait nous dire qu'ils ne doivent pas s'exprimer, ils doivent être les grands mioués. Mais dans notre temps de bruit, le faux bruit se propage. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver l'équilibre nécessaire. Maintenant, je ne vois pas le texte qui vient dire que puisque la police s'est exprimée, et il a violé la loi sans qu'on indique laquelle. C'est ce que je vous ai dit. Je crois que je suis plus que clair là-dessus. Vous êtes clair à ce sujet. Vous avez dit quelque chose d'important. Et c'est ce que même je pense que l'opinion retient, c'est qu'il y a un vide juridique à ce sujet. Dans la phase préjudicielle, il y a un vide à ce sujet sur la communication ou pas. Il y a un vide judiciaire. Il y a un vide. Donc, tout en précisant que l'on connaît que ça c'est la doctrine des Rubens, on parlait de ça, mais Rubens depuis qu'il est parti chez lui, c'était un colon belge, hein, depuis qu'il est parti chez lui, au Congo on commence à vous dire, ben mon maître Rubens, tout ça. Bon, il y a évolution, depuis qu'on a dit que la phase inquisitoriale est secrète, mais avec l'évolution de la société qui est devenue une société où l'information va vite, l'époque de l'Internet, on n'est pas venu encadrer de quelle manière, tout en respectant le principe du secret. Je vous ai dit qu'il y a le secret pendant la phase inquisitoriale, préjuridictionnelle, que vous avez appelée. Phase d'enquête. Il y a ce principe. Mais chaque principe en droit subit ce qu'on appelle les tempéraments. Ça veut dire qu'on dit toutefois, ça veut dire le principe est ceci. C'est comme tes enfants, tu leur dis, les principes que tout le monde doit revenir à 18h à la maison, mais toutefois, pendant la période de fête, ils peuvent revenir légèrement à 20h. Voyez-vous? On n'a pas dit qu'on a annulé les principes, mais on l'a atténué. Et donc, quant à la question de savoir, est-ce qu'on peut s'exprimer sur un dossier en cours d'enquête par le parquet ou la police? La réponse est oui, mais cette liberté doit être encadrée par rapport à ne pas de violer une autre liberté, parce que ce sont les mêmes principes à même valeur. Ça voudrait dire que liberté d'information ne doit pas entraîner violation de la liberté autre qui est celle de protéger la personne poursuivie dans sa dignité par rapport au principe des présomptions d'innocence. D'où il faut que la loi soit complétée, parce qu'il y a un vide. Il faut que la loi soit complétée pour que cela soit encadré. Les chercheurs, peut-être les parlementaires peuvent se pencher sur cette question. Les chercheurs, les pour parlementaires, la loi. Les chercheurs, les parlementaires nous suivent. C'est pour cela que vous m'avez invité. Ben, s'ils veulent, ils vont venir nous consulter et nous allons leur donner proposition de loi pour qu'on réglemente, parce que nous ne pouvons pas être dans une société. Quand on parle de la politique, on parle de la politique politicienne. Mais ce qui est plus important, c'est par rapport à vous, la liberté de presse, c'est que il n'y a pas nécessairement question de loi sur la liberté de presse. Je vous ai vu, vous avez fait des lois. Non, il est question tout simplement que du point de vue du juge, donc ce qu'on appelle du point de vue jurisprudentiel, qu'on définisse les critères et les limites, tout en proclamant le principe de liberté de presse, qu'on encadre celui-ci pour dire que cette liberté n'est liberté que quand l'information qu'on apporte est utile et nécessaire à la population. Si l'information cesse d'être utile et nécessaire à la population, à ce moment-là, les journalistes tombent dans ce qu'on appelle diffamation.
D'accord. Je ne pense pas qu'il est utile. Maître Oscar Mogaï, Oui. restons sur la question de ces déclarations qui ont été faites par ce détenu, on va l'appeler comme ça, ce détenu. Alors, il a cité quelques... Puisqu'il est en prison, il est détenu. Ces personnalités. À partir du moment qu'il n'est pas encore condamné. Il La est- différence il reste entre... détenu, La prévenu. différence entre... Non, la différence, excusez-moi. La différence entre détenu et condamné est que quand on est en prison, on peut y être comme étant détenu. Et quand on est détenu, on est nécessairement prévenu. Prévenu n'est autre qu'une personne qui est poursuivie par la justice. Et quand il est en prison, on l'appelle détenu parce qu'il n'y a pas encore eu un jugement qui le condamne. Détenu. Définitivement. Très bien. On l'appelle détenu. Une fois qu'il y a un jugement, Il est condamné. Là, il c'est- devient condamné. Là, Donc, c'est- en prison, vous avez deux catégories de personnes, Les détenus les détenus et et les les condamnés. Ça aussi, c'est aussi simple que ça. Alors, Maître Oscar Mbiaye, puisque vous avez évoqué un principe tantôt, le principe de la présomption d'innocence. Moi, je pense qu'il y a aussi un principe de la présomption de culpabilité. qui Non, doit- ça n'existe pas. ça n'existe pas. Alors, parlons de la présomption d'innocence. Oui, présomption de culpabilité, ça n'existe pas. Présomption d'innocence. D'innocence, ça existe. L'inverse n'est pas possible. Restons d'abord là-dessus, on ne va pas se perdre. Oui, Il y a eu des personnes qui ont été citées. oui. L'ancien président, Joseph Kabila, général Djanumbi, l'ancien député Claudel Loubaya, l'ancien DG de l'OGFREM, Patience Saïba, Olengankoy, comme étant des suppôts de l'AFC de Korenanga. Ils ont des contacts politiques. Est-ce que ça ne viole pas le principe de la présomption d'innocence de ces personnes-là? Deuxièmement, ça c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que ça ne porte pas atteinte à la dignité et à l'honneur de ces personnes? Parce que ce sont des personnes, à voir leur parcours, des personnes qui sont, entre guillemets, dans l'élite sociale. Je peux avoir votre constitution. Merci beaucoup. Déjà, je vous dis ceci. Vous me dites que de par le parcours de ces personnes, elles sont d'élite et consorts. Bon, je ne sais pas quel est le parcours, mais en tout cas, c'est un parcours ombrageux. Quand vous me parlez de Numbi et consorts, ça sont des gens au parcours ombrageux. Les gens, nous, on les connaît parce que dans les assassinats, vous connaissez l'affaire Chebeya. Ça, mais maintenant, quand bien même ces gens-là auraient été dans un parcours élogieux, élite et consorts, c'est ce qu'il nous faut éviter dans notre pays. C'est pour ça, moi, en tant qu'État de droit en marche, je milite pour qu'il n'y ait pas les cultes de personnalité face à la loi. Il n'y a pas de culte de personnalité, on parle des personnes qui sont citées. Mais vous dites que ces personnes qui sont citées de par leur parcours, ils sont élites, ils sont ceci, cela. Vous me dites? Des citoyens congolais qui ont... Non, vous m'avez dit qu'ils sont des élites. Il ne faut pas changer. Bien sûr, je l'ai dit. Je Bon, ne peux pas, je ne peux pas s'ils changer. sont citoyens congolais, je vous donne maintenant l'article 12 de la Constitution. Vous me lire l'article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont Bon, droit très bien, à on une... s'arrête là. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Bon, maintenant, quand vous avez un rebelle présumé qui cite ses collègues rebelles, vous pensez que la question première doit être de penser à leur dignité, alors qu'on est face à des potentiels. Non, vous n'avez pas compris ma question. La question, c'est partant du principe de la présomption d'innocence. Mais je parle sur ce principe. Allez-y. Cette présomption d'innocence n'exclut pas qu'une personne poursuivie, en l'espèce le directeur du cabinet, l'ex-directeur du cabinet, de monsieur le rebelle Nanga, puisse, parce qu'au-delà d'être rebelle, c'est un malfrat. Ça, je vous l'ai dit clairement. Pour avoir été victime, pas moi personnellement, mes clients, de infractions de détournement par M. Nanga. Et c'est ce qui a conduit à ce que nous puissions davantage militer et obtenir les sanctions dites américaines contre Nanga parce qu'il avait détourné. Et notre plainte gît encore devant
les instances judiciaires, et je pense que je vais saisir encore le procureur général de Gombe pour un éventuel mandat d'amener international, parce qu'un rebelle, même s'il se cache dans la brousse comme Nanga, il est dans un territoire donné. Et donc, par un mandat international, on peut le prendre. Et donc, là, c'est un monsieur dont je n'admets pas que vous puissiez dire qu'il a eu un parcours élogieux. Je n'ai pas parlé de Nanga. Donc, vous parlez des directeurs de cabinet de Nanga. Non, j'ai parlé de ceux qui ont été cités. Nous sommes en train de parler des directeurs de cabinet de Nanga. Non. S'il vous plaît, est-ce que je peux exprimer mon pensée? Allez-y. Vous m'avez appelé et vous m'interrogez sur les déclarations du directeur de cabinet de Nanga qui a cité les personnes que vous-même vous avez citées. Et vous me demandez si les personnes citées, il n'y a pas atteinte à leur dignité à partir du moment que jusque-là, ils sont présumés innocents. C'est ça la question. Mais c'est à cette question que je suis en train de vous répondre. Mais avant de vous répondre, ne me demandez pas de parler comme un mécanicien. Restez fidèle à ma question. Mais je suis fidèle à votre question pour dire tout part de Nanga. Et je vous ai dit quelle est la personnalité de Nanga. Ce qui peut nous laisser comprendre aussi quelle est la personnalité de son ex-directeur de cabinet, que je ne juge pas, parce que je ne le connais pas. Nanga, j'en ai parlé parce que j'ai un dossier contre lui, qui est judiciaire. Et donc, et d'ailleurs, si ce dossier avait été activé, Nanga aujourd'hui ne serait pas en rébellion, il serait en prison de Makala aujourd'hui. Malheureusement, notre justice, avec sa défaillance, je ne veux pas dire comme le chef d'État que parfois il est malade, voilà Nanga en rébellion. Pas parfois, il est malade. C'est ce que le chef avait dit. Mais le chef a ses mots, moi j'en ai les miens. Non, vous avez dit comme le chef, vous avez dit comme le chef l'avait dit. Moi j'ai dit notre justice est parfois, ça c'est moi qui dis, comme le chef l'a dit, malade. Allez-y, allez-y. D'accord? Il ne faut pas me tenir au mot. Bon, maintenant, donc il y aurait eu possibilité à ce que l'on puisse empêcher que Nanga se retrouve, si la justice avait fonctionné aujourd'hui, en rébellion. Nous saluons notre police et nos services de renseignement, que les directeurs qui tentaient de le rejoindre, selon ce qu'on nous dit, aient été bloqués sur notre territoire. Parce que vous savez qu'il est plus difficile de poursuivre quelqu'un quand il n'est plus sur votre territoire. Bon, très bien. Maintenant, cette personne en a cité d'autres. Et vous me dites, mais quelle est la dignité de ces personnes par rapport à la présomption d'innocence? Je vous réponds en disant ceci. Sous Mobutu, ces personnes, on n'en parlerait pas. Ils auraient été déjà fusillés avec les présomptions d'innocence, leur dignité ou pas fusillés. Sans les juger. Sans juger, mais nous avons connu sous Mobutu la pendaison des gens qui n'ont jamais été jugés. Vous ne connaissez pas. Bon, vous êtes jeune. Ils étaient mais en jugés. tant que... Si, ils étaient jugés. Il y a un tribunal spécial qui avait été créé. Ils étaient jugés, condamnés à mort. Les tribunaux spéciaux, ce n'est pas un jugement parce que d'abord c'est interdit. Et ce sont des gens qui ont été jugés par un tribunal spécial. Il est interdit de constituer un tribunal spécial pour besoin de la cause. Ça, ce n'était pas un jugement. Et donc, ils ont été fusillés. Et ces gens, on les connaît. Ils ont été fusillés sous Mobutu pendant la dictature. Ce Kabila fils, ce Kabila père comme fils, ça aurait été pareil. On n'en parlerait pas. Sinon, il serait même arrêté dans des GLM à l'ANER, personne ne serait en train de parler. Sous Tshisekedi, on n'en parle. Et j'ai suivi les débats, c'est pour ça que j'ai gardé silence. Je me suis dit, mais ce pays, est-ce qu'il y a quelque chose qui va? Comment ça? Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez être en Ukraine aujourd'hui? Vous voyez les journalistes, les gens en train de spéculer parce qu'on a interpellé une personne qui complotait avec la Russie. Même en France, pendant l'occupation, on a appelé le collabo. Moi, j'étais avocat de tous les combattants en France, là-bas, en Europe. Tous les combattants que vous connaissez là, quand on combattait Kabila, j'étais leur avocat. Vous êtes un ancien combattant aussi? Je suis avocat des combattants. Ah, vous n'êtes pas combattant? J'étais avocat des combattants. Mais les combattants, comme nous avons gagné le combat, depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, c'est pour ça que j'ai
nous avons démobilisé les combattants. Un avocat qui démobilise ses combattants. Mais nous étions avocats de combattants. Mais un avocat de combattants, c'est le cerveau de ce combattant. Allez-y. Je peux t'en citer, parce que ce sont des gens qui ont combattu et qui sont louables, qu'il faut que la nation reconnaisse leur combat. Vous avez des Pacheli en France. Bon, celui qui est resté comme Bantaba, comme Bokecho, on ne peut pas les citer. Mais vous avez comme des Pacheli, vous avez des Maîtres Baïna à Londres. Tout ce monde-là, vous avez des volcans. Je les ai défendus. Comprenez-vous? Et donc, ils luttaient quoi? Contre le régime dictatorial. Et aujourd'hui, la dictature appartient au passé au Congo. Ça, les Congolais et Congolaises doivent le mettre dans la tête qu'avec Tshisekedi, nous sommes entrés dans la démocratie. Et pour cette démocratie-là, commençant par Etienne Tshisekedi, les Rossi Mukendi, les Chebeya, les gens sont morts pour la démocratie. Mais on doit aller rapidement parce que le temps presse. Oui, je vous reviens. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et comparativement aux périodes, j'étais en train de vous dire, si nous étions sur les anciennes périodes, on ne parlerait pas de ça. Mais aujourd'hui, nous en parlons, et c'est pour ça que je suis heureux, pour apporter le témoignage, oui, la démocratie existe. Bon, maintenant, vous posez votre question. Des dignités qu'on sort. Mais, mon cher ami, quand vous êtes cité comme complice d'un terroriste, et vous voulez qu'on ne vous poursuive pas, parce que vous dites, oh, non, présomption d'innocence, ainsi de suite. Ces gens-là, en principe, devraient être aux arrêts pour besoin d'enquête. Et si l'enquête démontre qu'ils n'ont rien à voir avec la rébellion, on va les laisser libres. Est-ce que c'est normal qu'ils ne soient pas arrêtés aujourd'hui? Ce n'est pas du tout normal. On les cite, on les met aux arrêts. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui bloque l'arrestation? Qu'est-ce qui peut bloquer l'arrestation? Vous êtes journaliste d'investigation, allez mener l'investigation, je ne suis pas Maître Oscar. Maître Oscar Boubia, il y a les propos, on va avancer, les propos du cardinal Fridolin Ambongo devant les fidèles catholiques. C'était une homélie de la messe pascale où il dit que 70% de l'argent de l'État est consommé par la classe politique. Les 30% sont laissés à la population. Cette situation crée des frustrés. C'est ainsi que certains vont dans la rébellion. Dans la rébellion. Je peux avoir votre constitution. Merci beaucoup de la constitution. Mais écoutez, moi je vous rappelle que je suis un ancien séminariste et le premier séminaire réputé du Congo qu'ont mis en place ou qu'ont créé les Belges. Ça s'appelle le petit séminaire de Kabwe. C'est là où ont étudié, vous qui voulez parler des éminents, des Malula, des Kassavubu, des Tshisekedi, ont dormi dans le même lit où j'ai dormi au petit séminaire de Kabwe. Quand vous y arrivez, on vous dit, regardez la chambre de Malula, de Tshisekedi, ainsi de suite. Donc je suis un scénariste. Monsieur le cardinal, avec tout l'honneur et respect qu'on lui doit, pour autant qu'il reste cardinal, mais quand il n'est plus cardinal en droit, vous m'invitez comme juriste, ses propos sont hors sa mission. Sa mission, c'est de prêcher la bonne parole. Quand il ne prêche plus la bonne parole, il est hors mission. Et quand il est hors mission, ce qu'il dit, à mon avis, ce sont des propos graves. Et dans ces propos, dans leur gravité, il vous indique quoi? Qu'il justifie la rébellion. Or, en droit, on dit les mobiles ne justifient pas l'acte. Quelle que soit la faim, quelle que soit la misère au Congo, on ne peut pas justifier qu'on prenne une arme contre les Congolaises et Congolais. Est-ce que ce n'est pas une façon de demander aux autorités de baisser le train de vue des institutions et repartir une justice sociale? Non, qui a la justice écoutez, sociale. il ne faut pas aller. Les dirigeants. Il ne faut pas aller sur des codes. Il ne faut pas être malhonnête. Qui peut être malhonnête? Vous parlez de. La malhonnêteté ici consiste à dire que
on veut s'appuyer sur la corde sensible, la misère de la population, que tout le monde reconnaît, commençant par le chef de l'État lui-même. On veut maintenant toucher sur ce code sensible et rallier cela pour justifier la rébellion. C'est comme ton enfant viendra te dire, papa, parce que j'avais faim, je suis allé voler. C'est pour ça qu'on dit que l'acte, le mobile ne justifie pas l'acte. Donc, monsieur le cardinal a manqué l'occasion de donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est du droit canonique. Il est poursuivable. Comme tout individu. Ses propos peuvent faire l'objet des poursuites. Si nous étions en dictature, il aurait été arrêté. Comme nous sommes en démocratie, il peut continuer à prêcher. La démocratie, c'est permettre aux uns de violer la loi et de ne pas les inquiéter. Il peut acclamer Tshisekedi puisque Tshisekedi est un démocrate. Il l'a laissé libre. Mais moi, président de la République, Ambongo est arrêté. Mais attendez, le président Tshisekedi n'est pas la justice. Vous ne serez pas la justice. Monsieur, vous êtes le chef de l'État. En France, pays de liberté et de démocratie. D'accord? Les gens qui veulent aller rejoindre la Syrie pour la guerre, ou bien Daesh, les terroristes. Daesh, oui. Ok? Ces gens-là sont sur ce qu'on appelle, ils sont fichés. On appelle fichier, fiche S, parce que potentiellement dangereux pour la nation. Je demande à nos autorités de renseignement, ANR et consorts, d'ouvrir une fiche pour que quand ils écoutent les gens qui ont une fréquentation douteuse avec des pays comme le Rwanda, les rebelles comme des Nanga, que ces gens-là soient fichés. D'accord. Et quand vous êtes fiché, si on vous trouve aux alentours de l'aéroport, on vous interpelle. Maintenant, vous parlez d'Ambongo qui condamne la peine de mort de Nyabirungu et consorts. Je vais vous renvoyer à un article important. Ce n'est pas Ambongo, c'est la conférence épiscopale. Oui, mais tout ce monde-là, d'Ambongo, des conférences épiscopales, de Nyabirungu, vous savez, il a soutenu qu'on pouvait voler sans avoir un juge. Vous ne me ramenez pas contre lui. Hein? Malheureusement, les gens disent, bon, c'est un grand professeur du droit pénal. Mais un grand professeur, quand il sort de sa mission de professeur, vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle l'intégrité intellectuelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire en âme et conscience quelque chose qui sort de la vérité scientifique. Mais chez nous, nous n'avons pas le code d'intégrité intellectuelle. Donc une personne profite de son autorité, c'est de sa notoriété scientifique, il commence à raconter des propos toxiques parce que dangereux pour la science. C'est pour cela que je vous avais démontré que Matata avait en tout cas droit à un juge et qu'il ne fallait les retourner devant les juges. Je suis heureux qu'il y retourne, je pense, les 18. Et même s'il devient ministre ou premier ministre, malheureusement c'est trop tard, parce que je l'ai vu chez M. Kabouya, il aurait dû ne pas le recevoir parce qu'un type comme ça n'est pas fréquentable. Que cela soit dit sur la peine de mort. Vous avez l'article 61, n'est-ce pas? Vous lire, c'est l'article qui consacre les droits fondamentaux auxquels on ne peut pas porter atteinte. Regardez cet article-là. On a commencé, on a dit, depuis l'introduction, même en temps de guerre, même, lisez ça. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conforme. Très bien, vous vous arrêtez là-bas. En aucun cas, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence. Or, nous avons combien d'états? 3. État de guerre, en gravité, état de guerre, état de siège, état d'urgence. Dans cette constitution-là, vous avez vu là, on dit, même en état de guerre, on a exclu l'état de guerre. On a retenu seulement en état de siège et l'état de siège.
l'état de siège et l'état d'urgence. En aucun cas, pendant cette période-là, on ne peut pas porter atteinte au droit à la vie prévu, au droit à la vie. Ok? Est-ce qu'on a cité pendant les temps de guerre? Non. C'est ça, non? Est-ce qu'on a cité pendant les temps de guerre? Non, on n'a pas cité. Oui. Ce que voudrait dire. L'article 16 alors. Ce que voudrait dire. Oui. Ce que voudrait dire. Oui. Non. Ce que voudrait dire. Allez-y. Que quand vous êtes pendant l'état de guerre, n'est-ce pas? Et vous commettez des infractions, la peine de mort est autorisée. L'article 16, si je peux lire. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie. Toute personne, c'est universel. Les droits à la vie. Monsieur Dan, je préfère que vous me fassiez venir les gens qui viennent vous raconter ce que vous dites là. Non, c'est la Constitution aussi. Non, mais la Constitution, regardez, prenez l'article 61 que vous avez cité. N'est-ce pas? Oui. Vous avez les droits qui sont énumérés. Vous n'y trouvez pas les droits que vous avez énumérés à l'article 16. C'est pour dire quoi? Vous avez les droits fondamentaux. Ce sont les droits là qui sont garantis à l'article 61, auxquels on ne peut pas porter atteinte, quel que soit l'état de siège ou l'état d'urgence. C'est ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Tout droit inscrit dans la Constitution n'est pas un droit fondamental. Mais vous avez des gens qui vous lisent la Constitution comme un roman, qui se disent constitutionnalistes ou juristes, et qui ne vous font pas la différence entre un droit fondamental et un droit qui est reconnu simplement dans la Constitution. Maintenant, ça c'est un. Deux, quand on pose un principe, il y a toujours, toutefois, quand on dit la dignité humaine, quand on t'amène en prison, est-ce qu'on a porté atteinte à ta dignité ou pas? Ici, c'est moi qui pose des Non, est-ce qu'on a porté atteinte à votre dignité? La réponse, oui. La peine de prison est attentatoire à la dignité humaine. Mais on l'admet. Pourquoi? Parce que vous avez commis une infraction. Donc les peines sont admises. Mais ces peines, toute peine porte atteinte à la dignité humaine. Toute peine. La liberté est consacrée dans la Constitution. Ok? Mais Tosca, vous me permettez, la liberté est consacrée à la Constitution. Mais quand on vous arrête, on porte atteinte à votre liberté. Parce que c'est permis par la loi. La peine, comme le terme l'indique, la peine de mort, c'est une peine prévue pour la personne qui commet une infraction grave. Et nous ne sommes pas le seul pays au Congo d'avoir accepté la peine de mort. Les États-Unis pratiquent dans certains États la peine de mort. Tous les pays asiatiques presque pratiquent la peine de mort. Et en France, dont vous parlez, aujourd'hui, on est en train de s'interroger sur la possibilité d'accepter l'euthanasie ou pas. Ça veut dire le fait de se donner la mort. Quelqu'un qui est malade, les droits aux malades, et si on estime que pour lui éviter les souffrances, on peut les débrancher. Ça veut dire qu'on lui donne la mort volontairement. Ce qui n'est pas permis chez nous. Mais en France, c'est permis. On admet ça. Non, en France, ce n'est pas encore permis. Dans d'autres pays de l'Union européenne, oui. Mais là, on n'a pas vu leurs cardinaux venir dire, condamner l'État. Donc, vous comprenez ce que je veux dire d'essentiel. En une minute, pour finir. En une minute. En une minute pour finir. Ce qui me paraît essentiel. Oscar Bougay, voici ma question pour finir. En une minute. Alors, qu'est-ce que la population doit retenir sous cette affaire de la peine de mort? Que toute personne qui prend l'arme contre le Congo soit condamnée à peine de mort, ça veut dire doit être éliminée. C'est ce que la population doit exiger, pas retenir, exiger. Que toute personne qui prend l'arme contre le Congo, tout en se réclamant d'une autre nationalité autre que la congolaise, on doit publiquement lui retirer la nationalité congolaise. Et enfin... Ça, c'est la loi? Vous me demandez qu'est-ce qu'on doit retenir. Je vous dis que si ce n'est pas la loi, ce n'est pas la loi jusque-là, mais je demande à ce que
Eh bien, comme vous dites, la loi telle, la loi Moubiaï que j'entends initier, c'est le retrait des nationalités contre les gens qui prennent les armes contre la nation. À ce moment-là, nous aurons moins de... La Déclaration universelle des droits de l'homme interdit qu'il y ait des apatrides. Mais c'est pour ça que je vous ai dit... Violation du droit. Monsieur, je vous ai dit, est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit, toute personne congolaise, mais se réclamant d'une autre nationalité, qui prend les armes contre les Congolais, doit être retirée de sa nation parce que lui-même, ou elle-même, cette personne, s'est déjà réclamé d'une autre nationalité, le cas de Ngonde Batouar. Quand il est au Rwanda, il est rwandais. Quand il est au Congo, il dit je suis congolais, je me bats parce que je suis Monyamulenge. Alors, comme vous avez déjà dit que vous êtes rwandais, et vous nous combattez, à ce moment-là, nous disons, vous n'êtes plus congolais parce que vous ne serez pas apatride, vous serez rwandais. Merci beaucoup, Maître Oscar. Mais vous ne m'avez... Ça, c'était votre question. Vous n'avez pas laissé finir ma pensée. Dans une seconde. Allez-y. Allez-y. C'est une seconde que je vous demande. Cette seconde, je vous la demande pour dire, si j'avais gardé silence pour ne pas venir, c'est parce que j'ai trouvé que c'est typiquement congolais qu'on soit dans les débats, alors que notre nation brûle. Les débats que je vois, ça demande la responsabilité de vous, journalistes. Ça demande la responsabilité des citoyens. On n'ira jamais en Ukraine pour entendre les débats que nous voyons ici, où on est en train de soutenir, puisqu'on serait proche de l'ancien président de la République, soutenir la rébellion. On voit les cardinaux qui soutiennent la rébellion. Il n'y a pas ça. Même des femmes ont pris les armes en Ukraine. Donc, la nation congolaise, réveillons-nous. Qu'on aime Tshisekedi, qu'on n'aime pas, tous, comme un seul homme derrière notre président de la République, unissons-nous contre l'ennemi. Nos divergences, on peut taire. Et en cela, chacun, dans sa responsabilité, dans son rôle, dans ce qu'il sait faire, chacun peut aider la nation. Les journalistes, les avocats que nous sommes. C'est pour ça, j'invite tous mes confrères avocats en Europe, d'origine congolaise, de s'associer à une pétition qu'on va lancer contre l'accord de l'Union européenne contre l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda, parce que cet accord porte atteinte aux intérêts du Congo. Et nous, en tant que juristes, nous devons saisir la justice européenne contre cet accord. Et à côté de ça, je demande à mes confrères et consoeurs, parce que nous sommes nombreux, que nous puissions enfiler nos robes ou nos toges pour qu'on se retrouve devant la CPI et l'OTAN en robe pour sensibiliser l'opinion européenne, parce que c'est leurs chefs qui sont les décideurs, pour dire non à la guerre au Congo. Et vous m'avez dit pourquoi le Rwanda, qui a eu moins de morts, on célèbre, et au Congo, on ne célèbre pas. Parce que les Congolais, nous sommes là en train de nous amuser sur nos chaînes de télévision, sur la gravité de choses graves, qui est la mort de nos frères et sœurs, papa, et viol de nos mamans et nos filles à l'est du pays. Voilà, nous devons nous réveiller là-dessus. Nous devons nous élever, parce que si nous ne sommes pas unis, si le Congo aujourd'hui disparaît, tombe dans les mains de l'ennemi, ça ne pourra pas être un problème de Tshisekedi. C'est le problème de toute la nation. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche et avocat au barreau de Lille, en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis, vous avez certainement retenu certaines choses. Portez-vous bien. On va se dire au revoir. Portez-vous bien. Si vous voulez également participer à cette émission, écrivez-nous. Vous voulez répliquer, vous voulez un débat contradictoire avec Maître Moubiaï sur ce qu'il a affirmé ici, nous allons vous recevoir sans problème. Au revoir.
Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans il y a application sans douleur au Ezali, très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanager Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.